Bonjour tout le monde, bienvenue au Paris Coffee Show. Aujourd'hui, on est diffusé en live sur Facebook et sur YouTube. Donc, si vous voulez revoir plus tard ou partager avec des amis maintenant, vous pouvez. Donc, aujourd'hui, on est là ensemble pour discuter de l'explosion du café au domicile, comment mieux consommer un café de qualité chez soi. Donc, j'espère en fait que les personnes qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de nous regarder, sont un peu plus des novices que les personnes qui sont sur les stands. Parce qu'en fait, cette session aujourd'hui, c'est un peu plus fait pour des novices, pour vous aider à comprendre les ultra-geeks qui sont autour de vous. Donc, on va se présenter. Pour commencer, donc moi je suis Phil, je suis expert machine à café chez Maxi Coffee. À côté de moi, j'ai Morgane qui est ingénieur agronome et coffee grader de Cupping Club, qui est une spécialiste de l'amélioration de qualité café, mais de la terre à la tasse. On a tout à l'autre bout Thomas qui ne voulait pas montrer son poche de café, qui est torréfacteur et fondateur de la compagnie des torréfacteurs, qui a un atelier de torréfaction collaboratif. On a Alexis au milieu avec le joli t-shirt Perfetto, qui est responsable de marque de Longhi, qui est un des leaders dans les machines. Si vous n'avez pas vu son stand, c'est le moment. Et on a Pierre de Terre de Café, qui est coffee grader et champion de France Brewers Cup 2019. Donc, on est là aujourd'hui pour vous expliquer et vous aider à prendre vos pas dans un café de qualité chez vous. Donc, il y a un truc qui est vrai ces dernières années, c'est que vous buvez plus avec le confinement. Vous buvez plus de café avec le confinement. Le parti café était important. Parce que forcément, vous étiez en télétravail. Beaucoup d'entre vous ont conservé une partie de télétravail. Donc, c'est maintenant vous qui sont responsables de cette pause café chez vous, la fréquence, bien sûr, mais aussi la qualité, ce que vous retrouvez en tasse, et vous avez envie de quelque chose de meilleur et de quelque chose qui est bon. Donc, si on est vrai, la plupart des personnes chez eux ont une machine de chez Georges, une petite monodose qu'on aime bien. Mais Georges, il est cher, il greenwash un petit peu et c'est plus trop bon. Et on sait qu'il y a autre chose maintenant. On voit qu'il y a Brad avec sa super machine. On voit qu'il y a le café qu'on nous sert dans les coffee shops, dans l'espèce de carafe en verre qui est super bon. Et on sait qu'il y a quelque chose de mieux qui existe. Donc, on a tous envie de boire quelque chose de meilleur. Donc, vous êtes au bon table ronde, si c'est votre cas, que vous cherchez quoi faire. Donc, on va commencer par un petit questionnaire. Qui a une machine Nespresso chez eux et qui boit sur des capsules Nespresso? Il n'y en a qu'une. Monsieur, deux. D'accord. Mais Thomas, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ces personnes pour les aider? Bon, je vois que on a déjà pris un parti pris. C'est-à-dire que la question du débat, c'est l'explosion de la consommation de café à domicile. On n'y est pas vraiment. Le débat, c'est... Et en acceptant cette invitation, je savais que j'allais prendre la casquette de celui qui allait défendre le single serve. Moi, je vais poser une autre question. Qui est dans l'environnement du café? Qui travaille dans le café, plutôt, ici? Ok. Qui est un grand public qui vient de omnivores. Donc on est assez quand même avec des professionnels. Donc si ça ne vous dérange pas, moi j'aimerais bien aller sur un sujet un peu plus technique. L'explosion du café à domicile, il est momentané. Il est momentané par le Covid. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès... Si. On n'a pas eu accès aux entreprises, le télétravail est monté. Il y a un effet qu'on voit bien, puisqu'il y a une reprise de la distribution automatique aujourd'hui qui a lieu. Il y a d'autres acteurs dans la DA, enfin il y a des maisons qui sont ici qui pourraient en témoigner. Donc on a eu un transfert partiel.
la répartition foyer et hors foyer a toujours été là. Elle a été momentanément changée. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on consomme différemment. Et il n'y a pas à opposer un système grain moulu aux capsules, il y a juste à consommer ce que le consommateur consomme. Aujourd'hui, la partie qui souffre, c'est la partie du milieu. C'est le paquet moulu, promotionné, qui aujourd'hui a plutôt tendance à s'écraser. On voit le grain monter et on voit le portionné grandir. Mais après, je pourrais détailler. Voilà, c'est une petite précision qu'il fallait amener. C'est vrai que la part du moulu traditionnel il baisse parce que les gens sont en train de passer sur quelque chose de plus qualitatif. C'est aussi vrai que la part du domicile a augmenté à cause du Covid. Le part sur la distribution automatique a fortement baissé. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un maintien du consommation au domicile et des personnes qui ont envie de s'équiper mieux et de boire mieux. Moi, je voudrais compléter, si je peux, avec une autre question par rapport à la thématique sur la qualité. Je dirais, j'aurais pu dire sinon qui a une machine à capsules, mais qui consomme des capsules qui sont... Enfin, quel type de capsule? Parce qu'en fait, dans la qualité, je crois, si on peut commencer par... Enfin, tu voulais peut-être commencer par ça, par la qualité. En fait, il faut savoir ce qu'on met dans la qualité. On peut parler à la fois de la qualité organoleptique d'un produit. Ensuite, on peut parler de sa qualité environnementale. Et on peut parler de sa qualité de la relation, en fait. C'est-à-dire de quelle filière il est issu. Et voilà. Et je pense que dans la grosse erreur, en tout cas, que... pour être dans ce milieu-là depuis un moment, ce serait d'aller tacler, parce que ça serait un peu facile, simplement une marque de café, sachant qu'en fait, derrière cette marque de café, toutes les personnes qui vont en grande distribution savent bien qu'en fait, il y a multitude de dosettes avec multitude de labels de qualité, et qu'en fait, en tout cas, le sujet que je trouve vraiment particulièrement intéressant, c'est qualité organoleptique, qualité environnementale et qualité de relation, c'est-à-dire qualité économique et sociale, en fait. Pour commencer. Mais... Pardon, vas-y Pierre. Vas-y. Non, mais déjà, bonjour à tous et merci Phil de nous donner la parole, je suis ravi d'être là. Moi, je te rejoins complètement Morgane et quand tu parles de qualité et quand on regarde le marché aujourd'hui et la manière de consommer, et pour répondre à cette question de comment mieux consommer chez soi, que ce soit en termes environnemental, donc récompenser une autre chaîne de valeur, que ce soit en termes de qualité organoleptique, à mon sens, la consommation de café en grains est de toute façon plus pertinente. En termes d'organoleptique, elle permet d'avoir une tasse qui est vraiment de haute qualité, de haute facture, et on s'appuie pour ça sur des partenaires, sur des solutions comme notamment les machines avec broyeur. En termes environnementaux, elle est bien évidemment, elle fait sens puisqu'il y a beaucoup moins de packaging, etc. Et même en termes de plaisir d'essence, même si on sort de la machine avec broyeur, le fait de préparer soi-même son café et d'avoir une interaction avec ce produit-là qui est charnel, en tout cas qui est ce moment café où on appuie plus juste sur un bouton mais on se reconnecte à ce moment, c'est à mon sens riche de sens et ça permet aussi de mieux apprécier ce produit. Donc je ne suis pas un avocat anti-capsule. C'est un joli produit d'appel aussi pour nous et ça nous permet de détourner toute une partie de l'industrie, de faire venir à nous des gens qui consommaient du café conventionnel vers du café de spécialité qui, rappelons-le, récompense des filières qui sont plus durables en termes économiques puisque les cafés sont achetés beaucoup plus cher. Et surtout, si on s'adresse à un torréfacteur de confiance qui est transparent, récompense des filières qui sont aussi plus durables en termes social et environnemental. Donc je pense qu'il y a un vrai débat, il y a un vrai axe autour du café de spécialité, autour du café durable. Et pour ça, il faut s'adresser à un torréfacteur. Déjà, en premier lieu, mieux consommer son café, c'est l'acheter chez un torréfacteur, pas dans un supermarché, à mon sens. Et voilà. Moi, j'aimerais juste revenir sur un point, Thomas. C'est que finalement, nous, pendant la crise du Covid, on a eu plutôt une régression des ventes. Et le consommateur a moins consommé de café pendant qu'avant et qu'après. Et la consommation,
En tout cas, au niveau des chiffres marchés, ça a été comme ça. Et la consommation, également, je suis d'accord avec toi, Morgane, c'est qu'il ne faut pas taper sur la capsule parce que sans Nespresso, on ne parlerait pas café, pas de cette façon, pas de cette qualité à la maison. Il ne faut pas oublier ça et on est les premiers à en communiquer. Sauf qu'aujourd'hui, entre guillemets, Nespresso, c'est le passé et l'avenir, c'est le grain, c'est la consommation beaucoup plus durable, beaucoup plus responsable. Et ça passe par un torréfacteur, ça passe par toute une chaîne qui va être beaucoup plus durable. Et c'est ce que t'expliquais, Pierre. Alors, bon, du coup, je vais prendre une casquette qui n'est pas ma casquette habituelle. Je vais prendre une casquette purement scientifique. Et moi, donc, je sors légèrement du rôle juste pour... C'est très important de parler de la qualité, de la fraîcheur. Je rejoins complètement ce que tu dis, Pierre. Voilà. Je veux juste rappeler un élément, c'est-à-dire que si on parle que de Nespresso, je pense qu'on se trompe vraiment de sujet. Nespresso, la seule chose sur laquelle ils sont critiquables, vraiment, au-delà de faire partie du groupe, au-delà de faire partie d'un grand groupe dont on pourrait dire qu'il aurait certaines pratiques qui ne seraient pas forcément ce pourquoi tout le monde est là dans cette filière, Nespresso, la marque, fait quand même un certain nombre de choses sur lesquelles ils sont leaders et il y a beaucoup de pays producteurs, notamment le Costa Rica, dont on retire de grandes consommations, qui sont très heureux de pouvoir travailler des volumes conséquents et en Amérique centrale parce que ce sont des volumes qui ont été achetés à haut prix. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il y a la question des capsules et la question de la marque Nespresso n'est pas une question. La question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans qualité. Je pense que si on sort de ce débat-là, moi, je serais beaucoup plus à l'aise pour parler vraiment des enjeux et qu'on puisse parler, par exemple... alors, on va parler bien sûr du grain, de la fraîcheur, etc. Mais disons que la capsule pourrait être une façon de... Disons que moi, je suis d'accord pour critiquer. J'ai du café en grain, on va dire, prenons mon exemple personnel. Mais si on prend certains rapports qui ont été faits, notamment par le Basique qui sera là demain, ils ont montré que notamment... dans la capsule, la question, c'était la répartition de la valeur et qui récupérait cette valeur ajoutée. Et que là-dessus, il y avait un enjeu. Mais par rapport à Nespresso spécifiquement, ils n'étaient pas si catégoriques que par rapport à d'autres marques. Donc en fait, il y a vraiment cette question de la qualité. Et c'est des méta-analyses qui sont faites sur des gros échantillons. Donc là, ça devient trop technique. Mais en tout cas, ce que je voulais dire juste, c'est que je serais personnellement plus à l'aise si on arrive à parler de qu'est-ce qu'il y a dans la qualité d'un café, qu'est-ce qui fait la fraîcheur d'un produit, plutôt que d'aller stigmatiser les gens qui vont aller utiliser peut-être 1 ou 2 dosettes de café par jour et qui par ailleurs ne boivent pas de canettes. Enfin, le sujet, il peut être le même. Après, ça pose la question du tri, etc. Donc je pense que si on arrive à changer un peu Enfin, en tout cas. Je voudrais... il y a 2-3 choses qui sont intéressantes et je voudrais réagir. D'abord, le marché du portionné, parce que il ne faut pas faire un focus sur Nespresso. Je vais revenir sur la partie historique. On est une très vieille famille de torréfacteurs. Ça fait 135 ans qu'on est dans ce métier. On a eu plusieurs entreprises. On a vu les modes de consommation changer. Après-guerre, c'était des cafés de colonie parce que la France parle très mal anglais et donc on était moins bon que les Allemands pour pouvoir faire notre sourcing. Dans les années 80, avec l'émergence de Carte Noire qui a révolutionné le marché du café en 5 ans, ce que n'a pas réussi à faire Nespresso. Nespresso a mis 30 ans à révolutionner le marché du café. Et le marché du café en grains mettra aussi du temps à revenir. Mais chez nous, rien de neuf. Depuis 1980, on fait du café en vrac. Chez Café Rec, depuis 1980, on fait du café en vrac. Ce que je veux dire, c'est que on avait une consommation de filtres. On est passé sur de l'expresso, balbutiant dans les années 80. Et Nespresso, l'histoire est trop longue pour vous raconter, mais moi je salue ce que ces hommes et ces femmes chez Nespresso ont réussi à faire. Ils ont une maîtrise technique que vous n'imaginez même pas. Je suis fabricant de capsules. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît de la torréfaction. La complexité de la mise en œuvre est telle, je salue au moins ça. Et c'est des gens qui ont bouleversé le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la renaissance de la filière du café en France n'existerait pas sans Nespresso. Je veux le souligner parce que je suis un peu le plus ancien ici à table. Je suis né là-dedans. Donc, dès mon plus jeune âge, j'entends parler café. On n'est pas nombreux, on est 7 à la maison. On travaille tous dans le café. On parle que de ça. Et j'ai assisté
à la révolution de carte noire qui a mis en place les Arabica. Ça n'existait pas, un 100% Arabica. Ils ont osé faire un packaging noir. Ça n'existait pas. Et derrière, nous, les torréfacteurs de l'époque qui faisions déjà du café de spécialité, parce que le café de spécialité, c'est pas né il y a 10 ans ou 15 ans. Le café de spécialité, c'est né dans les années 80 avec des hommes comme Philippe Jobin qui ramenaient de leur carnet de voyage des choses et qui les proposaient à des vieilles maisons de torréfaction comme nous. Et dans la boutique, aujourd'hui, on vend encore les origines, les Moka Yirgacheffe. En 1982, on les avait déjà dans des bacs en vrac. Nespresso a fait quoi ? A fait un travail extraordinaire, c'est qu'on a vu une émergence de la machine expresso et c'était une véritable galère. La cuisine à l'époque, elle ressemblait à une porcherie. Il fallait au moulin, il y en avait partout, ça sortait, on tassait pas trop. Je parle avec un barista qui est en face de moi et je le suis aussi. Il y a beaucoup plus longtemps que toi. L'espresso, c'est... J'ai perdu la main que toi tu dois encore avoir, Pierre. Ils ont amené de la facilité dans la maison. Ils ont amené de la facilité et l'argument phare de démarchage de Nespresso, c'était avoir la même créma qu'au restaurant. Parce qu'à la maison, on n'avait que du filtre ou alors on avait une cuisine en vrai bordel. Et ils ont amené en plus de la praticité de la chose et des maisons comme De Longhi avec qui on collabore, on vend leurs machines. Il ne faut pas l'oublier, vendent aussi des machines à Nespresso. On est fabricant. Vous êtes fabricant pour eux, vous faites la Pixie, vous faites quelques modèles, il y a quelques modèles qui sont fabriqués par eux. Donc, si vous voulez, cette genèse, comme disait, il faut voir qu'est-ce que ça mène au consommateur. Qu'est-ce que le consommateur voulait? C'était des différences de goût. Et aujourd'hui, le grain amène aussi cette différence de goût. C'était aussi d'avoir l'espresso. Parce que, comme tu disais, l'espresso était quelque chose qui était uniquement au bar et que les personnes étaient équipées en filtre. Et c'est ça, en filtre, et ils ont amené une commodité et la possibilité de changer. Toi, tu veux un fort, toi, tu veux un doux. Et après, ils ont amené des notes aromatiques, choses sur lesquelles les néo-torréfacteurs aujourd'hui, ou nous, torréfacteurs aujourd'hui, construisons toute la construction de nos packaging, de nos goûts, de nos courbes de torréfaction. Je voudrais rajouter quelque chose. Il y a un deuxième sujet dans le sujet, c'est la durabilité de la capsule. Parce qu'il y a une capsule bashing, et moi aujourd'hui j'ai le courage devant vous tous, et j'ai le courage de vous dire non, la capsule, elle est plus durable. Elle est plus durable qu'une machine à grains. Et je peux vous l'expliquer en moins de 2 minutes, très simplement, c'est très simple à comprendre. La durabilité avec une capsule, pour moi le grain en ce moment, ça ressemble un peu à ce qu'on vit avec les voitures électriques. La pollution, c'est ailleurs. Chez nous, c'est propre, mais la pollution est ailleurs. Et je vais m'expliquer. Oui, une capsule, il y a un déchet. Mais là, le sac que vous m'avez donné, je suis désolé, il est pas home compostable. Tous les sacs que j'ai vus dans le salon, il n'y en a aucun qui sont home compostables. Ils ont de l'or, de l'argent, des bagues, des valves qui servent à rien parce que les cafés ne sont pas protégés, ne sont pas en azote. Parce que tu parlais de fraîcheur. Okay, il faudrait déjà mettre de l'azote dans les paquets pour pouvoir bloquer la fraîcheur et le goût. Si le café il est consommé pile poil au bout de 20 jours, oui, il est parfait. Mais qu'est-ce que je fais si j'ai dans ma maison de campagne un paquet et je reviens au bout de 2 mois, ben, j'ai un café qui est passé. Juste pour poursuivre sur le raisonnement de la capsule, parce qu'il y a un capsule bashing, et parce que nous, torréfacteurs, moi il y a 30 ans, quand Nespresso nous a dévastés, nos boutiques faisaient entre 3 et 5 tonnes par mois. Nespresso s'est installé, en moins de 20 ans, il a réussi à ramener nos volumes à moins d'1 tonne par mois. Et le jour où on a pu se relancer dans la capsule notamment, on a pu ramener le consommateur et après on lui laisse le choix entre une De Longhi Pixie ou une De Longhi grain qu'on revend chez vous. Et pourquoi je dis que la durabilité de la capsule, il faut faire attention à ce que nous, professionnels ici, racontons. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Pour pouvoir faire une capsule, il faut 5,5 g. 5,5 g par des techniques de torréfaction, des techniques de mouture, des techniques de compression, des techniques de remplissage, quand elles sont bien faites, parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Quand vous faites du grain, il faut 9 grammes. Quand vous faites de l'expresso de compétition, je vois les forums, les réseaux sociaux, ah bah je fais un expresso à 16 grammes, 18 pour avoir le ratio et tout. 18 grammes pour faire un expresso, 3 fois plus qu'une capsule Nespresso, même presque, on est presque à 4. Donc ça veut dire, je ne fais pas une batch, j'en fais 2.
Je ne transporte pas de Strasbourg au Havre ou de Hambourg, j'ai besoin de 2 camions, pas un. J'ai besoin de 2 bateaux, pas un. Mais avec la croissance de la population mondiale, ça c'est le vrai sujet, la consommation elle augmente. Donc si vous voulez, il faut 2 fois plus de déforestation, il faut 2 fois plus de terre pour pouvoir le produire. Et là je rejoins Morgane, ça ne veut pas dire qu'il est mieux rémunéré. Et je vais laisser la parole. La dernière chose, je voyage depuis l'âge de 18 ans dans les pays d'origine. J'ai un nombre de voyages invraisemblable. Nespresso, ils sont à l'origine. Je ne suis pas là pour en faire la promotion, c'est des compétiteurs, j'essaie de faire mieux qu'eux. On fait du café de spécialité en capsule et 75% de notre activité, elle est en grains. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'amener de la commodité. On a vu ces derniers temps, il y a des nouveaux systèmes qui viennent d'être sortis par Migros qui s'appellent Coffee Bee. Mais Nespresso a réussi à avoir une labellisation Bicorp il n'y a pas longtemps, c'est plutôt pas mal. Enfin, je crois. Nespresso est à l'origine. Nespresso rémunère. Et Nespresso, ce n'est pas le leader du café portionné, parce que la dernière chose, le leader du café portionné, c'est Senseo. Vient un autre débat, c'est sur la qualité, mais je vais laisser la parole juste pour que les autres puissent réagir. Pierre, tu voulais... Moi, je vais juste revenir sur quelque chose, c'est qu'effectivement, Nespresso a su apporter cette simplicité, cette consistance à la maison, mais le sujet aujourd'hui, il vient sur comment mieux consommer chez soi un café de qualité. Et en fait, cette consistance, cette régularité en tasse, tu l'obtiens grâce au grain et grâce à une machine automatique. C'est ce qui a fait... Tu l'as aussi en capsule. Hein. Il y a une consistance, mais il manque toujours ce côté grain, ce côté fraîcheur, ce côté aromatique. Tu l'as dit, c'est 5,5 g. Il y a une perte quand même dans la tasse que tu vas boire chez toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un consommateur qui passe du Nespresso à du café en grain ne reviendra jamais en arrière. Et on le voit à travers nos chiffres. On voit aussi la décroissance de Nespresso. Parce que on parle de Nespresso, c'est Nespresso et Dolce Gusto. Senseo, Tassimo, c'est encore autre chose, c'est du filtre, c'est pas de l'espresso. Néanmoins, aujourd'hui, le comment mieux consommer à la maison passe par du café en grains, passe par un circuit un peu plus court et non pas un industriel, et passe par tout ce que les baristas et les torréfacteurs promouvoient au quotidien. Et cet élément de poids en capsule est important. On sait tous le goût entre un capsule, une dosette, et le goût entre un vrai expresso préparé par un barista avec ce grammage de café de différence. Ça a un résultat en bouche qui est différent, qu'on peut dire est de qualité. Tu as dit beaucoup de choses, pardon. Tu as dit beaucoup de choses, Thomas, et c'est intéressant. Merci pour la genèse. Je comprends toute cette émergence et cette création du café, mais aujourd'hui, là, tu parles de carte noire ou de Nespresso. Je ne comprends pas bien comment ça répond à la question de comment consommer mieux son café chez soi, parce que je ne pense pas que ce soit les modes de consommation que tu prônes d'ailleurs. Ça permet de comprendre l'histoire, mais aujourd'hui, clairement, acheter du carte noire n'est pas mieux consommer son café ou n'est pas durable, je pense. Par rapport à la question de la capsule, tu dis effectivement qu'on utilise moins de café, ce qui est vrai, mais en même temps, à chaque fois, on utilise une matière autour pour le protéger. Dans un sachet que tu as devant toi, je précise que beaucoup de torréfacteurs de café de spécialité utilisent des matériaux pour conserver leur café qui sont recyclés, recyclables, durables et produits localement. En tout cas, c'est le cas de Terre de Café avec des paquets qui sont totalement recyclables. Non, ce n'est pas le cas. C'est le cas. LDPE, c'est en LDPE papier, ça a l'appellation recyclable, mais alors là, il y a un vrai débat. Alors, je finis juste et après on en reparlera, mais un paquet de café aujourd'hui contient, là les paquets que tu as devant toi, il a à peu près 300 grammes, en général c'est plutôt 250 grammes de café. On réalise beaucoup plus de café avec beaucoup moins d'emballage que des capsules. Ça, je pense que c'est logique pour tout le monde. Tu parlais de conservation et de fraîcheur et tu nous suggérais d'utiliser des flushs à l'azote. Nous, on travaille avec des torréfacteurs de pointe, on travaille la qualité au quotidien, c'est notre sujet de vie. On fait des cuppings, on fait de l'évaluation sensorielle en permanence. On travaille sur une machine qui s'appelle Loring et nos pics de qualité sont à 1 mois et demi post-torréfaction. Donc je ne suis pas d'accord avec toi, le pic n'est pas à 2 semaines et en réalité quand on achète un paquet de café chez nous... J'ai dit 2 mois, hein. J'ai pas dit 2 semaines, j'ai dit 2 mois. Quand on achète un paquet de café chez nous, en tout cas, on peut le consommer en filtre dès la torréfaction et jusqu'à 3 mois sans problème. Et même en espresso, à partir de 3 semaines, 1 mois, jusqu'à 3 mois sans problème. Donc la durée de vie de ce paquet et sa qualité ne baissent pas. Enfin, tu parlais de l'impact environnemental d'une capsule, le fait qu'on utilise moins de café par rapport à la consommation. Mais en réalité, ce qu'on jette dans une capsule, c'est aussi de la matière. La propreté
d'appuyer sur un bouton pour avoir une capsule et ne rien avoir de sale dans sa cuisine, c'est très bien, mais c'est au prix d'une salissure environnementale et d'une salissure globale. Et je ne comprends pas bien du coup ton parallèle avec les voitures, parce que au final, ici, quand on consomme du grain, on achète du café torréfié à l'origine, on l'importe, et nous aussi on va à l'origine, les torréfacteurs, les importateurs de café vert, notamment Belco, avec qui on fait un gros travail de sourcing, d'engagement, de préservation des forêts, qui est transparent, que tout le monde peut consulter sur leur site, sur notre site, on communique beaucoup là-dessus. Quand on fait ce travail-là, on achète des sacs de kilos de café vert, on les torréfie, on les met en sachet, ils sont extraits et il n'y a pas du tout de perte à ce moment-là. Il n'y a pas du tout de perte de matériel, il n'y a pas du tout de perte. Et ces cafés-là, ils sont à plein d'égards bien plus rassasiants, bien plus satisfaisants qu'une capsule. Donc déjà tu compares des expressos de compétition avec une capsule, ce qui sont vraiment deux mondes différents, puisqu'on utilise des cafés très onéreux, etc. Mais il y a aussi plein d'autres méthodes de faire du café et d'utiliser beaucoup moins de café et d'avoir un très bon ratio. Si vous faites un café filtre, et je te donne la parole après, si vous faites un café filtre, une piston, vous avez un excellent ratio qui est bien supérieur à une capsule. Donc on valorise une chaîne de valeur qui est meilleure à l'origine, puisque les cafés que nous on vend, torréfacteurs de café de spécialité et terres de café, mais on n'est pas les seuls, valorisent des chaînes d'approvisionnement qui sont ô combien plus vertueuses que des cafés qui finissent dans des capsules, je me dois de le dire, même si bien évidemment il y a des économies d'échelle, qu'acheter beaucoup de café, toute une récolte au Costa Rica, etc., c'est bien pour des fermiers, mais nous on achète des cafés à très forte valeur ajoutée, où les gens vivent bien, et c'est vraiment le combat qu'on mène, et c'est pour ça qu'on le fait, et voilà. Et donc tout ce mouvement de simplifier la consommation en appuyant sur un bouton, je pense qu'il a eu son sens, et je remercie pour ça. Et on remercie pour ça Nespresso de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui ça nous permet d'être réunis aujourd'hui et d'avoir des gens qui ont cette conscience-là, de s'acheter un bon café, d'y mettre le prix. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres méthodes de consommation qui sont plus durables, et quitte à se prendre peut-être un tout petit peu plus de temps pour se faire son café manuellement, ou alors investir dans une machine automatique qui broie le grain et qui finalement après nous coûte un peu moins cher. Voilà, il y a d'autres solutions pour aujourd'hui mieux consommer chez soi son café. Ouais, Non, il faut que je lui réponde parce que c'est à mon plaisir. adresse. C'est à mon Morgane adresse. avait Thomas Euh, Morgan. Pardon, Ce que c'est tu vrai que c'est expliques beaucoup du club regardé. de terre de café, je connais bien votre entreprise Tom. et je le fais depuis aussi longtemps que vous. Et de la même manière, donc je suis pas en train de prôner. Je suis pas en train de prôner. Il faut boire de la capsule versus du grain. Je dis juste, il faut laisser le choix au consommateur. Et ils font de la pédagogie, on fait de la pédagogie, et vos moyens publicitaires n'ont absolument rien à voir avec les moyens publicitaires qu'un Nespresso. Et je ne me considère pas comme un industriel. On est des tout petits acteurs par rapport aux grandes maisons. Christophe le disait tout à l'heure dans la conférence ce matin, il y a une dizaine d'acteurs dans le monde qui pèsent 60%, plus de 50% du café. Et je prône aussi les cafés de qualité, mais je ne suis pas en train de dire il faut boire que de la capsule. Il y a des plaisirs qui sont différents. Et un couple qui amène ses enfants le matin, je suis désolé, il n'a pas le temps de faire une V60. Et moi, j'en faisais le week-end chez moi de temps en temps pour me faire plaisir. Bon, au bout de 4 week-ends, j'ai arrêté. J'ai une petite roquette chez moi à la maison, j'y prends du plaisir. Mais le mardi, quand je pars, je suis en retard, je n'ai pas mis mes chaussures, ben, j'y arrive pas. Et puis les gens, ils ont plusieurs types de machines. Il ne faut pas être radical. Il faut regarder. Et le consommateur a parfois 2 machines. Parfois, il bascule sur un système ou un autre. Et c'est une chance pour nous que les brevets soient tombés. Ils ont fait le boulot chez Nespresso. Et ça nous permet aujourd'hui de rentrer. Parce que la filière café, là, tous les gens qui sont là, n'existeraient même pas s'ils n'avaient pas fait ce boulot. Il y a 400, tu ne le sais pas. Parce que, pourquoi moi je parle toujours de l'histoire? Parce que pour savoir où on va, il faut se souvenir d'où on vient. Et si on n'a pas cette connaissance-là, on n'a pas de boussole. Pourquoi je parle de carte noire? Je ne suis pas en train de dire que carte noire est bien. Carte noire a su bouleverser le marché. C'était M. Monnier à l'époque. Il était tout seul. C'était une entreprise de la taille des nôtres. Il était tout seul. Après, il s'est fait racheter. Mais ça a bougé. C'est pour ça qu'il y a eu des cafés arabica en France. Ça, il faut le savoir. Parce qu'avant, c'était des cafés de colonie. Et de la même manière que le café de spécialité, en train de faire bouger les repères. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va jamais aussi vite qu'on le voudrait dans le temps de nos entreprises. C'est ça que j'essaie de te dire. Et la durabilité, je maintiens, parce que Nespresso a fait des choses qui sont énormes. Ils ont équipé New York, Londres, Paris, Strasbourg, Colmar en courant de Foucault. Et tu le sais peut-être pas, en courant de Foucault, c'est ce qui permet de sortir et de trier les tout petits objets. Alors les capsules, grosso modo, ça doit représenter 3 milliards de capsules. Est-ce que vous savez combien de pots de yaourt on consomme en France? Qui est la même technologie, hein,
que les emballages qu'on a, de l'aluminium et du plastique, PE, PP, 14 milliards de pots de yaourt, 14 milliards de pots de yaourt, le jambon 2 tranches, le jambon 3 tranches, le jambon 4 tranches. Vous savez combien on en consomme? Et je continue comme ça, 10 milliards de bouteilles d'eau. Donc à un moment donné, il ne faut pas aussi oublier que notre filière utilise le grand méchant pour aussi essayer de placer ses produits. Il faut aussi dire ça. Mais d'un autre côté, les courants de Foucault qu'ils ont mis partout dans le monde, bah vous pouvez prendre vos capsules aluminium et vous pouvez les mettre dans une poubelle jaune. Elle sera triée, mais en même temps, grâce à l'argent de Nespresso, on sort les capsules de bière, on sort les plaquettes de médicaments, on sort les opercules de yaourt. Donc, bien sûr que ce n'est pas parfait comme système. Et aujourd'hui, on les utilise et on arrive à faire du café de spécialité 85, 86. Moi, j'en ai qui ont fait du 88+, en capsule. Et ce n'est pas un monde contre un autre monde. Et la durabilité, je vous dis, moi, je ne suis pas à l'aise. Je vends beaucoup plus de grains que je ne vends de capsules. Mais je ne suis pas super à l'aise avec le grain. Parce que j'ai écrit un recommandé aux fabricants, à vous notamment. Je vous ai demandé le bilan carbone. J'ai jamais eu de réponse. J'ai un autre fabricant qui a eu la sincérité de me dire, je vous réécrirai, Alexis. J'ai un autre fabricant qui me dit, oh, bah, ce n'est pas dans nos priorités. Je vais réécrire parce que pour pouvoir calculer aujourd'hui un bilan carbone, Chloé, qui est ici responsable de qualité chez nous, on devient dingue. Je laisse la parole. Juste, moi je trouve ça vraiment hyper intéressant, toute cette discussion, notamment parce qu'on parle de nos modes de consommation, alors que souvent, quand on parle de qualité, on aurait peut-être tendance à parler des efforts qui sont faits, enfin, on va dire, de la façon dont on pourrait avoir de la durabilité. On va mettre le prisme plutôt sur les producteurs. Par rapport au bilan carbone, donc il y a, comme vous l'avez redit, il y a différentes façons de préparer le café. Et moi, souvent au grand public, je dis le meilleur café, c'est d'abord celui qui vous plaît en fait. Et donc qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors en fait, ça dépend vraiment des gens. Et c'est une question d'éducation, c'est une question de savoir aussi ses préférences. Donc qu'est-ce qui va jouer principalement dans le café? Et sur quoi je pense qu'on peut tous être d'accord, c'est qu'en fait, tous les torréfacteurs ont une signature de torréfaction, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont décider à partir de la matière première que vous pouvez voir sur ce salon, le café vert, ils vont décider de la façon dont ils vont la cuire, dont ils vont la révéler, et ils auront déjà choisi cette matière première. Ensuite, la méthode, ils vont choisir ce profil de torréfaction en fonction de la méthode avec laquelle on va transformer le café. Enfin, avec laquelle on va le préparer, je veux dire. C'est-à-dire, si c'est de l'espresso, si c'est du filtre, la French press, etc. Et donc, en fait, là, là, vous pouvez réellement exercer votre libre arbitre, à savoir qu'est-ce que vous préférez. Et c'est un peu comme les couleurs ou comme les goûts. En fait, il y a des gens qui vont préférer des cafés qui seront très torréfiés, et il y a d'autres gens qui vont préférer des cafés beaucoup plus clairs et qui seront, pour certaines personnes, même de la filière, peu cuits en fait. Et il y a de la place pour toute l'expression. Je pense que quand on se trompe dans la filière café, c'est quand on essaye de calquer en fait notre vision sur l'autre, en disant mais ça c'est pas le vrai goût. En fait, quel est le vrai goût? Ça, on est dans une question culturelle qui est aussi la question finalement que je trouve très intéressante, qui est la question de accepter l'autre et sa différence. Du coup, voilà. Et sans revenir sur ce qu'on a dit avant, je pense que ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, la question de l'impact de notre mode de préparation, je ne sais pas si vous avez vu dans les derniers jours, là, il y a un prix Nobel de physique italien qui a expliqué qu'en fait, pour faire des économies d'énergie à la vue de ce qui allait arriver, il fallait mettre un couvercle sur la casserole de pâtes et faire cuire les pâtes sans qu'on fasse bouillir l'eau, donc par inertie. Pour dire qu'en fait, tous nos actes de consommation ont un impact sur le climat, ont un impact sur les filières, et qu'en fait, de discuter de ces questions, elles sont insolubles, parce que même des gens très très connus, qui sont très pointus, mais par contre, notre métier, ce dont on peut parler, c'est de notre savoir-faire notamment sur le choix des cafés, les gens avec lesquels on a envie de travailler, ceux qu'on va favoriser et à qui on va donner un avenir pour imaginer des lendemains qui sont quand même
beaucoup plus joyeux que ceux qu'on a aujourd'hui dans la considération pour les filières agricoles et pour nos métiers qui animent aussi nos centres-villes. Voilà. Monsieur. Oui, bien. Allez-y. Alors, je trouve qu'il manque un contradicteur qui est quelqu'un de chez Nestlé. Moi, je suis salarié Nestlé. Donc, c'est assez intéressant et ça fait 15 ans que je bosse pour Nestlé. Donc, j'ai commencé à bosser chez Nestlé en 89. Donc, au moment où il y avait Nespresso, qui a commencé en B2B et pas en B2C. Et il ne faut pas oublier non plus que Nestlé, c'est Nescafé. Et qui a sauvé la filière café? C'est Nestlé avec Nescafé. À un moment où on ne savait pas quoi faire du café, il a fallu trouver un mode de conservation. Et c'est Nestlé avec Nescafé. Donc, si vous êtes tous là... Oui, on ne disait pas, comme on a dit tout à l'heure, monsieur, on ne dit pas le contraire. Donc, de tout ce que ça, c'est Nespresso super nous amène intéressant. aujourd'hui. Ensuite, vous avez une discussion de spécialistes. Mais le marché du café de spécialité, c'est quoi? C'est très peu de choses. 6%. OK. Donc, la plupart des consos, qu'est-ce qu'ils consomment? Ils consomment du café de... OK, merci. Et donc, là, vous pouvez tous remercier Nespresso parce que s'il y a des gens qui, comme moi, viennent au café de spécialité, c'est parce qu'avant, il y a eu Nespresso. On n'est pas en train de contredire. Non, mais, C'est ce que j'ai dit. Hein. Et je suis 100% d'accord avec ça. Et l'autre chose, juste, Nestlé, c'est quoi? Le leader mondial de l'agroalimentaire. Nestlé, l'année dernière, 16 milliards de profits. Je sais, c'est scandaleux. Mais c'est ces 16 milliards d'euros de profits qui rémunèrent des actionnaires, qui permettent aussi de soutenir la filière du café. Parce que ce n'est pas vous qui, avec les investissements que vous faites, aidez vraiment les fermiers. C'est une société comme Nestlé qui a les moyens financiers de le faire. C'est ce qu'on vient de dire, monsieur. Ouais, mais il faut avoir conscience Vous de n'êtes ça. pas un particulier Merci. contradicteur, vous êtes venu pour avoir ce discours, mais c'est dommage, Phil, on aurait dû inviter monsieur à cette table ronde. Oui. Évidemment, une grosse entreprise comme celle pour laquelle vous travaillez n'a pas de souci à se faire comparé à des petits acteurs comme les nôtres. Et je pense que cette discussion, elle tend plus à ce que chacun mette sa pierre à l'édifice. On n'est pas venu là pour détruire un agro-business, etc. Enfin, voilà. Je pense qu'on est tous conscients que c'est la qualité, mieux consommer, ici le débat. Et donc, voilà. Oui, le débat est de se mieux consommer. C'est pas de changer de format qu'on est en train de boire, c'est de mieux consommer, de savoir ce qu'on est en train de boire dans notre tasse, de comprendre ce qu'on est en train de boire. Et Alexis, tu voulais prendre la parole. Ouais. Allô, ouais. Oui. Et ça tombe bien parce que la consommation, elle est en train d'évoluer. Et encore une fois, on n'a pas critiqué, au contraire, je l'ai même dit moi-même, et heureusement que Nespresso était là. Néanmoins, la consommation, elle a évolué. Et aujourd'hui, sur le marché français, on a un marché assez atypique parce qu'on est le marché qui se déployons le plus au niveau du café, au niveau de l'utilisation du café en grains et au niveau de l'accessibilité aux torréfacteurs. Il y a de plus en plus de torréfactions qui réouvrent. Et on est un marché un peu... d'un point de vue de Longhi, d'un point de vue, on a tous les feedbacks, tous les retours de toutes les filiales dans le monde. On a un marché très particulier et qui pousse vers la qualité, vers la torréfaction, vers le barista. Donc aujourd'hui, la différence, elle se fait au niveau de la consommation à la maison. Et la machine à grains est leader aujourd'hui sur le marché de l'espresso. La machine à grains, elle a explosé le marché parce qu'on a plus de 60% de part de marché sur un marché qui était dominé par la capsule. Aujourd'hui, le consommateur consomme du grain, à 70% consomme de l'espresso en France. Donc c'est quand même une grosse consommation et ça se fait à travers une machine qui va être performante et un café qui va être de qualité. Et le café de qualité, aujourd'hui, on va se tourner vers un torréfacteur, vers un artisan qui, comme l'a dit Pierre, va sourcer son café. Il va avoir un travail de torréfaction, il va mettre sa pâte, il va choisir sa courbe, etc. pour offrir une qualité en tasse et un profil aromatique au consommateur. Et on retrouve toute cette simplicité à travers la machine automatique, c'est que j'appuie sur mon bouton et elle va exercer tous les paramètres, tous les réglages, la finesse de la mouture, l'intensité, la température, la longueur en tasse pour vous à la maison. Donc on a toujours ce côté régularité et on a la possibilité de changer de café à chaque fois qu'on va chez son torréfacteur. Et comme pour le vin, d'avoir aussi ce conseil. Et c'est ça qui est important, c'est le conseil du torréfacteur pour retrouver son qualité. Pierre, tu veux... Ouais, moi j'aimerais juste dire quelque chose, c'est qu'on est là sur cette scène ensemble à parler, etc. C'est peut-être un peu déconnecté, mais dans mon quotidien personnellement, moi je suis barista. Mon métier c'est d'être en boutique, à servir des gens, à les conseiller.
Donc, quand on nous pointe café de spécialité comme quelque chose de péremptoire ou de hors-sol, on n'est pas hors-sol. C'est-à-dire que moi, je sers des clients toute la journée, je fais la vaisselle, je passe l'aspirateur à la fin, je suis dans un vrai rapport de proximité avec les gens et je les aiguille. Et quand tu disais tout à l'heure que chacun a un mode de consommation qui lui est propre, c'est le cas. Et d'ailleurs, nous faisons également des capsules qu'on essaye d'être les plus propres possibles, puisqu'elles sont home, compostables, etc. C'est pour autant, si je dois répondre à cette question de comment mieux consommer, pas la réponse que je donne à un client. Quand un client arrive et me dit vos capsules, est-ce qu'elles sont aussi bonnes que vos cafés? Je lui dis non, elles ne sont pas aussi bonnes. En termes sensoriels, c'est pas aussi bon. Simplement, aujourd'hui, vous avez une machine et vous souhaitez tout de suite acheter un café qui récompense une filière qui est hautement plus vertueuse que celle à qui vous achetez du café aujourd'hui. Eh bien, voici un café avec lequel vous pouvez commencer. C'est déjà du café de spécialité, c'est déjà du café d'agroforesterie durable, etc. Mais l'objectif, c'est que demain, il s'équipe autrement et il puisse consommer son café autrement. Ce sera plus durable, ce sera aussi bien meilleur. Donc voilà, je ne suis pas extrême. J'accueille des gens toute la journée. Chacun aime son café différemment. Pour autant, là, le sujet, c'est aussi de nous donner la parole sur ce qu'on pense être le meilleur en tant que représentant, enfin en tant que barista à Terre de Café, double champion de France. Je passe ma vie à faire du sensoriel. On est une équipe de passionnés de café et je pense que voilà, notre vision aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller vers de plus en plus de qualité. Et tu parlais tout à l'heure des pots de yaourt, du recyclage, etc. On n'est pas là aujourd'hui avec le café de spécialité pour sauver le monde, on ne peut pas tout améliorer, mais si déjà on peut un peu moins polluer en achetant un café propre et qui produit moins de c'est pas le cas, Pierre, tu peux le répéter à l'envi, c'est pas le cas. Le café en grain n'est pas plus propre ou sale qu'une capsule. Je suis désolé, ou un café filtre. Le café filtre, c'était bien connu. Moi, quand j'étais enfant, j'ai fait le commentaire il n'y a pas longtemps, ma grand-mère elle m'a dit « Thomas, tu sais qui est notre premier client ? Tu sais qui est notre premier client en France ? L'évier. Parce qu'à l'époque, on faisait des mélitas, les méthodes douces. Ce qu'on réinvente aujourd'hui, ça existait il y a longtemps. Ça s'appelait les méthodes douces. Et les gens faisaient une cafetière de 6 parce qu'ils ne savaient pas doser 3, ils ne savaient pas doser 2. Donc, ils se servaient 2 tasses et ça terminait dans l'évier. Donc, il n'y a pas plus ou moins, et tu ne changeras pas le réchauffement climatique avec des variations à la marge où le grain a un impact plus fort sur l'origine et le transport quand c'est du grain, et la capsule elle a un impact plus fort chez nous. Mais moi, ce que je trouve, avec l'augmentation du prix de l'aluminium, des emballages, etc., en France, on a des filières qui sont vraiment, vraiment bien, mais qui pourraient mieux faire. On va enfin mettre les mains dans nos poubelles. Tu veux que je te dise, on va enfin trier nos déchets. Parce qu'aujourd'hui, on fait un effort entre 2 poubelles, ils mélangent tout. Enfin, on va faire le tri. Et je pense que là, on sera efficient. Et ce sera chez nous. Parce qu'ils n'ont pas les filières à l'origine. Quand tu es obligé d'utiliser des tracteurs, quand tu es obligé d'utiliser des transports, etc. Ils sont démultipliés. Alors que là, on a un impact chez nous, devant notre porte. Le déléguer à quelqu'un d'autre, je déteste ça. Voilà. Et je suis content qu'il y ait un monsieur de chez Nestlé pour leur raconter que j'ai un grand respect parce que le seul livre que j'ai lu, enfin je les ai tous, mais celui que j'ai lu, c'est ceux des équipes. Il y a un livre formidable, la science du café. J'ai plus le titre exact. Thomas. Ce bouquin-là, j'ai terminé. Ce bouquin-là, écrit par les équipes. J'aime pas les goûts de vos cafés. Je les trouve trop torréfiés, comme plein d'acteurs, mais parce que ils ne sont pas encore des industriels. Ils rêvent tous de grandir, mais ils seront confrontés à des problèmes de mise en œuvre. Et heureusement, parce qu'il n'y a pas de café spécialité pour tout le monde sur la planète. On ne pourra pas satisfaire les besoins de tout le monde. On rêve tous de faire grandir nos entreprises. Mais le bouquin qui était le plus intéressant, c'est les équipes de chez Nespresso qui l'ont écrit. Et je n'ai pas tout compris, mais je vous garantis un truc, c'est que j'y bosse avec nos équipes qui sont là. Et voilà, vous avez une vraie contribution et ça depuis très, très longtemps. Thomas, moi je voulais juste par rapport à ce que tu disais sur les questions de mettre les mains dans les poubelles, en fait, c'est exactement ce que dit un spécialiste du sol qui s'appelle Marc-André Sellos, qui est à l'initiative de pas mal de conférences sur la durabilité et qui parle notamment des sols vivants. Donc c'est vrai que en fait, ce qui est passionnant, enfin, quand même, dans cette conférence, c'est déjà de dire, en fait, ça questionne sur d'où on vient et ça questionne aussi sur l'environnement. À savoir qu'en fait, c'est un sujet dont on ne parlait jamais auparavant. Et là, en fait, on n'a fait parler que de la durabilité des filières et de la production.
Là où on s'attendait peut-être plus à parler de la qualité, du savoir-faire du torréfacteur, etc. Bon, du coup, sur l'histoire de la poubelle et de la valorisation, je pense que comment mieux consommer un café chez soi, un café de qualité, il y a déjà plusieurs choses, c'est-à-dire que ça vous est tous arrivé. Donc, on a parlé déjà de la couleur de torréfaction, de la signature de torréfaction, ce que vous faites chez Café Rec, ce que vous faites à la compagnie des torréfacteurs, en allant chercher le profil, en le construisant aussi avec la plupart de vos clients qui font torréfier chez vous. Vous allez choisir la façon et vous allez l'amener dans l'état optimum pour qu'il soit disponible pour le consommateur. Donc, en fait, le consommateur, quand il va chez un torréfacteur, que ce soit Café Rec, que ce soit Terre de Café, que ce soit Lomi, enfin tous les torréfacteurs qui sont là aussi sur le village des torréfacteurs ou autres, il sait qu'il va trouver un certain service, il va trouver un certain conseil. Après, quand on achète un très bon café, moi ça m'est déjà arrivé, et qu'on n'a pas la bonne eau par exemple, bah là on se retrouve complètement perdu parce qu'en fait toute la subtilité du café extraordinaire qu'on aurait acheté, déjà assez cher en se disant là je me suis un peu saignée, j'ai acheté ce café à ce prix-là, il y a tous ces savoir-faire, en plus il y a toute cette histoire, toute cette façon de le produire de façon durable, et ben en fait si on n'a pas pris la bonne eau, qu'on n'a pas réglé tous ces différents paramètres, à ce moment-là on se retrouve avec un produit qui est assez lambda, parce que simplement il est torréfié de façon un peu moins foncée, et voilà. Après, donc on a notamment ça. Et Morgane, c'est ce que les industriels sur les machines essayent de nous aider aujourd'hui à aider le consommateur. Tout à fait. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, je viens plutôt de l'écologie, de l'agronomie, et que si je dois amener ma pierre à cet édifice-là, chez moi, je suis équipée hyper simplement. J'ai une bouilloire et j'ai pas un piston, j'ai une aéropresse ou un café filtre. Et en fait, je bois un café par jour, je le pèse, parce que je sais que si quand je fais pas une dégustation, bien sûr, parce que je suis dégustatrice professionnelle, je vais utiliser entre 12 grammes et 20 grammes par jour. Je sais exactement comment c'est produit, je prends soin du produit et je suis sûre qu'au niveau électrique et en termes de capacité de puissance électrique consommée, eh ben, j'ai le minimum d'impact. Et en même temps avec des équipements qui sont relativement durables. Du coup, pour dire qu'en fait, il n'y a pas que l'espresso dans la vie, il y a le filtre et il y a d'autres méthodes aussi. Et voilà. Mais Morgane a mis un truc important, c'est quand même tous les éléments qui peuvent amener sur un café, température d'eau, qualité d'eau, c'est des éléments, pesage de café. Alexis, tu veux... C'est ce que j'allais rebondir, parce que en fait, tu viens de répondre à comment consommer mieux un café de qualité chez soi, et c'est notre travail, fabricant de machines, torréfacteur ou personne dans le milieu du café, c'est de faire de la pédagogie pour que le consommateur puisse savoir qu'est-ce qu'il consomme et comment il doit le consommer. Effectivement, avoir une eau qui n'est pas le goût de calcaire ou de chlore, c'est une première étape. Avoir une eau qui est filtrée, ça peut être une autre étape. Même si c'est pas bien, il y a certaines eaux en bouteille qui vont fonctionner pour le café. Néanmoins, c'est déjà une première étape. Ensuite, c'est comment moudre. Quel ratio faire? Tu viens de parler d'un grammage. Effectivement, le consommateur, chez lui, ne va pas prendre sa balance. Il ne va pas dire, tiens, je mets 15 grammes de café pour 30 centilitres d'eau. C'est pour ça que pour la partie automatique, les recettes sont déjà pré-réglées. Et désolé Thomas, mais à la maison, c'est pas 18 grammes de café, c'est 8 grammes en moyenne. 9, je suis d'accord, mais je parle quand vous le faites en expresso et que vous commencez à monter dans les grammages. Mais je conteste. Il n'y a pas de débat pour moi. Je vends plus de grains, je vends vos machines. Je bosse avec Morgane. J'ai un peu un conflit d'intérêt. Je bosse avec Morgane. J'apprécie Terre de Café. Je bosse avec vous. Et oui, mais vous avez dit une chose avant et je voudrais réagir. Il y a des gens, une fois qu'ils sont rentrés au grain, ils ne reviennent pas à la machine à capsule. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que quand vous regardez sur les forums, il y en a plein qui ont la frustration parce qu'on n'arrive pas à monter sur les TDS, les taux de solide dans les liquides. Il y a plein de gens qui disent j'arrive pas à avoir... Mais on ne parle pas de consommateur du coup. Si, on parle consommateur. Quand on parle de TDS, on parle de TDS, on parle de consommateur. Ils n'ont pas une extraction suffisamment forte. Ensuite, il y a Migros qui vient de prendre quelque chose qui a été inventé il y a quelques années, qui est sorti, ça fait un peu de bruit dans notre filière il y a 4 jours. Des billes de café, donc là, il n'y a plus l'emballage dont parlait Pierre. Oui, mais... Je vais juste répondre sur tu n'as pas les TDS, tu n'as pas les taux d'extraction. Alors du coup, c'est faux. Premièrement, un consommateur lambda ne fait pas un TDS chez lui. Deuxièmement, je ne te parle pas de faire un TDS, tu n'as pas le rendu en tasse sur l'extraction. Deuxièmement, toutes nos machines sont testées en usine et on est entre 18 et 22 en TDS. Et ça, c'est des tests qui sont faits Après, tu as le droit de ne pas y croire. Moi, je te le dis, je l'ai vu en usine à Miniagola.
Et donc toutes nos machines vont... Je rajoute un élément, Ouais. c'est-à-dire que le TDS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça dépend vraiment de comment est torréfié le café. D'accord? Donc en fait, cette discussion-là, excusez-moi, mais en bonne scientifique, on ne peut pas savoir de quoi vous parlez parce qu'on n'est pas sûr que vous allez utiliser le même café et on n'est pas sûr que vous allez utiliser la même température et on ne sait pas en fait. Oui, Et ça a oui, pas Morgane. d'intérêt à la Ce que maison. je veux juste dire, c'est des consommateurs C'est dommage. ont une espèce de frustration avec les machines automatiques où ils ne peuvent pas changer les goûts. Ça commence à venir. Ils peuvent pas. Monsieur peut pas prendre un café fort et Madame un café floral. C'est faux. Oui, ça commence à venir. Mais c'est faux. C'est pas la majorité. J'ai tout. Mais Enfin, C'est pas la excusez-moi, majorité juste, des je vais machines. juste Mais finaliser c'est là-dessus. Ouais. On est du coup leader en France, leader mondial de l'espresso sur les machines comme ça. On fait des études tous les 6 mois, donc on interroge nos consommateurs pour savoir les tendances, pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment sur les machines, sur les cafés, chez les torréfacteurs. Et en fait, la tendance de fond qui ressort, c'est le café en grains de plus en plus qualitatif avec des notes Oui, tu florales. ne peux pas changer. Tu vas pas écouter. Si, mais Non, j'y je viens. te dis sur une machine en grain, quelle est la limite que nous donnent nos clients? C'est qu'on ne peut pas passer d'un café à l'autre. C'est ça que j'ai dit. Donc, Il faut j'y attendre venais. qu'on ait rempli la trémie. Il y en a quelques-unes qui commencent à venir où on peut avoir le choix de 2 cafés. Tu as l'alternative de préparation, c'est-à-dire que oui, tu peux faire plus fort, 1 tasse, 2 tasses, 3 tasses, ou tu peux monter Mais l'intensité, mais pas changer la variété. On parle de café de spécialité là. J'y venais. Donc du coup, voilà. Et c'est des choses qui arrivent là courant 2023. Donc on va avoir aussi cette disponibilité, comme tu as sur du Nespresso, de pouvoir choisir une couleur. Bah là, tu choisiras ton café. Parfait. Et enfin, vous avez touché dessus il y a un moment, un élément dont je voulais finir enfin, c'est plus qu'un débat qu'un table ronde à ce moment-là, mais c'est sur les couleurs de torréfaction et l'adaptation sur les différentes méthodes. Est-ce que vous avez chacun parlé à un moment sur adapter sa couleur de torréfaction pour les capsules, Thomas, de Pierre, adapter la couleur sur les différentes méthodes. Donc je voulais qu'on explore un petit peu plus cette partie-là. Sur adapter la couleur de torréfaction ou de Oui, paquet. adapter le choix de son café sur son couleur de torréfaction par rapport à ses envies. Bah, c'est encore un endroit où acheter son café chez un torréfacteur, c'est à mon sens la seule manière de consommer avec sens et surtout de se faire plaisir à terme, c'est qu'on bénéficie d'un conseil. Quand vous venez à Terre de Café et chez d'autres, vous bénéficiez d'un conseil et le barista est capable de vous aiguiller pour vous dire bah, effectivement, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'un café fraîchement et faiblement torréfié, mais on va vous aiguiller pour trouver ce qui va vous plaire en fonction, avec des questions simples. Par exemple, il y a 2 familles aromatiques, plutôt rond chocolaté, plutôt floral fruité. Qu'est-ce qui vous parle le plus? En général, quand on n'a pas l'habitude des cafés dits de spécialité, on va vers le rond chocolaté, parce que c'est plus classique. Et à partir de là, on explore et on propose des jolis cafés qui sont bien sourcés, qui récompensent des belles chaînes de valeur, etc. Je me répète, mais c'est important parce que je peux pas partir de cette table avec le dernier propos qui dit que les capsules sont plus durables que le grain. Je pense tout simplement parce qu'on accentue, laisse-moi finir, on accentue le travail de tri. Bien évidemment, si on achète des cafés qui sont mieux produits, plus durablement, qui arrivent sans packaging et qui sont torréfiés fraîchement, ça fait assez sens que ce soit plus durable et moins énergivore. Mais du coup, le conseil du barista est important, et tu le disais Morgane tout à l'heure. Parfois, on achète un paquet de café et puis chez soi, on ne sait pas le faire. On n'a pas la bonne eau, ça ne sort pas comme le barista nous l'a dit. Et c'est là où nous, on est important, et c'est là où on peut aiguiller les gens. Et c'est pour ça qu'on donne des recettes, c'est pour ça qu'on fait des formations, c'est pour ça qu'on met des tutos sur nos réseaux sociaux, etc. pour aider les gens à se faire un meilleur café chez soi et à se rapproprier ce plaisir. Pendant très longtemps, on a consommé en France et dans le monde entier des cafés industriels brûlés. Aujourd'hui, on commence à consommer des beaux cafés. Forcément, la majorité d'entre nous n'a découvert ces beaux cafés que récemment. Et quand on découvre ça, c'est bouleversant. Enfin, si certains n'ont pas encore bu ces cafés-là, je vous invite à y aller. C'est un grand moment de découverte et ça peut être très déstabilisant. Et c'est pour ça qu'il faut demander conseil et c'est pour ça qu'il faut aller chez un torréfacteur. Et voilà. Alors, par rapport à la couleur de torréfaction, je sais qu'on a des collègues qui sont aussi sur le salon et qui sont même qui travaillent, qui ont certaines reconnaissances aussi, et qui en fait ont choisi de brûler, on va dire, leur café en fait. Donc ils achètent de très beaux cafés, mais ils ont décidé de les brûler, enfin de les torréfier de façon assez poussée. Ça veut dire que, non pas qu'ils soient brûlés, c'est pas un jugement, mais c'est par exemple, il y a certaines personnes qui vont aimer la baguette crue
j'exagère, enfin pas trop cuite, et d'autres qui vont aimer la baguette vraiment bien cuite. Et en fait, on a des torréfacteurs qui travaillent quand même assez bien, pour dire qu'il y a une diversité, et qu'en fait, le plus important, c'est vraiment de savoir découvrir et de découvrir ce que vous préférez. Sachant que, comme tu dis, en fait, c'est très lié peut-être au moment de la journée, ça peut être lié aussi à votre état physiologique, ça va être lié peut-être à votre instant de détente. Enfin, donc, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et en fait, la façon dont vous allez le préparer et peut-être l'intention que vous aurez mis dedans dans le conseil que vous aurez eu aussi, ça va avoir une incidence sur le goût du produit. Moi, je voudrais rajouter un autre élément. Je pense qu'on est dans une société où on va évoluer aussi avec cette question de l'emploi, où sont les emplois. Et en fait, chez les artisans... chez les artisans ou les industriels indépendants, il y a quand même cette question au cœur de savoir avoir ce rôle un peu répartiteur aussi, pas seulement au niveau des producteurs, mais aussi dans l'emploi et le lien social qui est fait en fait. Et nos sociétés humaines sont des sociétés du lien, et rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup d'aller chez le torréfacteur et ensuite d'être exigeant. Si votre torréfacteur il n'est pas capable demain de vous dire ce que vous allez lui acheter, de vous conseiller, il faut essayer un autre torréfacteur. Mais peut-être que si vous lui posez pas mal de questions, après-demain ou encore après-demain, il sera capable de répondre à toutes vos interrogations et de vous apporter un certain nombre de garanties pour que justement vous continuiez de tisser ce lien. Et par exemple, je pense que dans votre boutique à Strasbourg, qui est quand même une boutique qui est très ancienne, à Café Rec, Ouais, vous avez quand 135 même ans. ce lien... Pardon ? Oui, ça fait plus de 135 ans qu'on est à la même adresse, c'est assez rare. Et d'être une entreprise centenaire, c'est aussi très très rare. Du coup, vous avez des Et clients on a bien sûr, ce que dit Pierre est vrai, c'est que nos collaborateurs ont un lien très proche de conseil. Nous, on est proche de l'Allemagne, donc proche de l'Allemagne, ça veut dire les méthodes douces, elles ont toujours existé. Ça fait 50 ans qu'on fait des torréfactions claires. Aujourd'hui, elles ont des autres noms, City, Full City, etc. On a des préparations qui sont très foncées, quand c'est avec des préparations avec du lait. On travaille aux États-Unis, on travaille au Mexique, on travaille en Suisse, Rec, et on travaille avec toi au Gabon, on travaille avec d'autres pays. Et c'est vrai qu'il y a une façon de le consommer qui n'est pas forcément identique. Donc il y a la couleur qui va jouer. Mais je trouve que là, on est plus dans on a été chacun dans un constat. On a Philippe, j'espère, répondu à l'attente que tu voulais mettre dans le débat. Chacun a pris, et moi j'ai pris volontairement position mixte, Oui, mixte, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui ait le courage de le faire. Il ne faut pas opposer, c'est le consommateur qui choisit. Et moi, j'aimerais faire un exercice de projection future. Ok, on parle de troisième vague, mais la quatrième vague, elle a déjà commencé. C'est la réaction de l'industrie. Et l'industrie a des moyens que nous tous cumulés n'avons pas. Sugar Daddy ou pas Sugar Daddy, nous accompagnons. Et osons, le grain a une faiblesse. On ouvre une voie, on ouvre un marché. Il a la faiblesse de trop d'utilisation, ça c'est les fabricants qui doivent travailler pour pouvoir réduire dans des meilleures qualités de meules, des meilleures qualités de mouture, des chambres de compression, des filtres qui sont différents pour pouvoir réduire le besoin qu'on a, parce que ça rentrera dans une vraie durabilité. Et Alexis m'a un peu dit, il me donnera le bilan carbone des machines parce que j'en ai besoin dans les appels d'offres et sinon je vendrai plus de... C'est dealé, c'est entre nous. J'aurai le bilan carbone des machines de Longhi. Je n'ai jamais reçu de demande de bilan carbone. Si tu les demandes, je les prends. Et non, je vais faire de la prospective. Ne croyez pas que le grain ne puisse pas être un système fermé. Je répète ce que je dis parce que c'est filmé. Ça arrive, on l'a tous Ne vu sur le croyez réseau. pas que le grain ne puisse pas être en système fermé. Vous êtes déjà positionné dessus avec Nestlé, monsieur Kellin chez Nestlé, vous êtes en train de faire des machines. C'est pas nous avec Il y en a Nestlé, d'autres, mais on a vu Nestlé Spin, faire une... Spin qui bosse avec Nestlé pour une autre génération de capsules, pour les turbines de Vertuo. C'est une machine américaine, je vous recommande de regarder, SPINN. Mais Thomas, est une machine à grains fermée. Je vais juste te répondre quelque chose à ça. En... Je peux juste répondre à ça.
Malheureusement, avoir un système fermé au niveau du grain, c'est qu'on va perdre tout ce lien avec le torréfacteur, toute l'histoire derrière ce café, toute la chaîne de valeur et tout ce qu'on pourra avoir à la maison. Avoir le côté fermé ne permet pas d'obtenir tout ce qu'on pourrait avoir quand il y a plus de 1000 torréfacteurs en France. Oui, mais c'est l'industrie qui va te mettre le standard. C'est pas toi. On représente même pas 3% du marché. Je dis juste, attention. On doit finir. Nos Thomas, volumes je suis désolé. Ce que je veux dire. On doit finir parce que notre temps est écoulé. On peut continuer notre débat, autour d'un bière et avec quelqu'un qui nous retient. Pour ça, donc merci beaucoup à tout le monde de nous assister. Malheureusement, on a trop parlé même pour avoir des questions parce que je vous ai laissé parler trop sur des sujets qui étaient en train de vous passionner tous. Et je crois que les gens aiment bien quand c'est des discussions passionnées, donc je vous ai laissé. Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir regardés, d'assister aujourd'hui. Je remercie aussi les personnes qui ont participé à cette table ronde. Merci beaucoup d'avoir totalement exposé mon planning. Et je vous dis à la prochaine conférence qui sera dans 15 minutes. Merci à tous. Merci beaucoup.